Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la 7 pour vous informer. En tête de l'actualité ce samedi, le port autonome de Lomé continue de réaliser des performances remarquables avec un trafic en conteneurs en constante augmentation. Les détails dans ce journal. Aussi, l'usage des passages pour piétons semble ne plus faire partie du quotidien des usagers de la route, à qui incombe la responsabilité et les mots de réponse dans ce journal. Au-delà de nos frontières, des nouvelles de la Somalie où une attaque d'Al-Shabaab contre un hôtel à Mogadiscio a été déjouée par les forces de sécurité. Les 5 assaillants ont été tués et l'ordre a été rétabli. Malgré une baisse des attaques récentes, cet incident met en évidence la menace continue que représente Al-Shabaab, de précision dans un instant. Puis en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a levé le moratoire sur la peine de mort, une mesure visant à punir les actes de trahison et le banditisme urbain. Cette décision est considérée par Amnesty International comme un grave recul en matière de droits de l'homme. Nous y reviendrons. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Depuis novembre 2021, l'État togolais enregistre par moments des attaques terroristes dans le nord du pays, faisant des familles en deuil et des déplacés. Pour trouver une solution à ces menaces, le Parlement togolais vient de prolonger l'état d'urgence dans la région des Savanes pour une période supplémentaire de 12 mois. Décrété le 13 juin 2022 à la suite des premières attaques à caractère terroriste, l'état d'urgence confère au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour renforcer la sécurité des personnes et des biens et limiter les libertés publiques et individuelles dans la région des Savanes. Cette prorogation qui s'expire ce mardi est prolongée à ce même jour pour une période supplémentaire de 12 mois. En effet, le Parlement togolais a accepté à l'unanimité de prolonger l'état d'urgence dans la région des Savanes. Cette mesure va de nouveau permettre au gouvernement de maintenir une surveillance accrue et des mesures garantissant la sûreté et la sécurité de la région pendant une période critique de prise de décision nationale. Pour rappel, en avril 2023, le chef de l'État a annoncé que depuis novembre 2021, le Togo a enregistré une quarantaine de militaires et une centaine de civils tués par les terroristes au nord du pays. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le groupe État islamique sont indexés comme auteurs de ces attaques meurtrières. Le port autonome de Lomé continue de réaliser des performances remarquables avec un trafic en conteneurs en constante augmentation. Pour la région du Sahel, le port de Lomé est devenu un carrefour commercial majeur. À ce jour, le port autonome de Lomé est en 3e position en Afrique de l'Ouest, derrière ceux de Lagos et d'Abidjan. Outre ses activités de transbordement, le port de Lomé est aussi le plus important port de transit vers la sous-région et surtout un carrefour commercial majeur pour la région du Sahel. En effet, selon les données officielles, en 2022, 3 pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, représentent ensemble plus de 90% du volume de transit traité par le port de Lomé. Dans le classement, le Burkina Faso détient la part la plus significative du trafic avec 80% et le Niger le suit avec 7%. Le Mali est classé 3e et représente 4% du trafic. Face à ces chiffres, il est donc évident de signaler l'importance stratégique du port de Lomé pour les pays de l'AES qui, dans un passé récent, avaient subi des sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour rappel, le trafic global du port autonome de Lomé a connu entre 2019 et 2023 une croissance d'environ 32%. L'usage des passages pour piétons ne semble plus faire partie du quotidien des usagers de la route, à qui incombe la responsabilité et les mots de réponse dans ce qui suit. Aujourd'hui, il semble être moins une priorité pour la majeure partie des usagers de la route. Initialement, ce sont des espaces aménagés sur les voies bitumées, les espaces pour piétons. Ces espaces ont pour objectif de permettre aux piétons de traverser avec aisance. Pour certains, cette négligence est la faute aux piétons. Les passages cloutés sont mal utilisés chez nous. Les véhicules ont leurs responsabilités, mais les piétons encore plus. Si pour certains, la responsabilité par rapport à la négligence des passages cloutés revient aux piétons, d'autres pensent autrement.
Les passages pour piétons, ça se respecte des fois et des fois non. Parce que moi je vois des gens et moi même si je veux traverser la route, la plupart des fois j'emprunte les passages pour piétons. Mais ce sont maintenant ceux qui conduisent, les taxis, ceux qui sont dans les voitures, sur les motos, qui moi je pense qu'eux ils ne respectent pas trop cette priorité-là. Le passage clouté aujourd'hui est mal pratiqué par nos populations ou ceux qui ont l'habitude d'utiliser la route. Nous voyons qu'en tant que citoyen, quand un individu est en train de pratiquer le passage clouté, normalement, en tant qu'engin ou voiture, nous devons diminuer la vitesse pour permettre à la personne de pouvoir traverser, de devoir pratiquer le passage clouté parce que c'est destiné pour uniquement que les piétons. Donc aujourd'hui, nous le pratiquons mal. Nous devons prendre conscience à partir de ces moments pour pouvoir bien utiliser les passages cloutés. Rappelons qu'il revient à chacun de faire face à ses responsabilités pour respecter l'usage de cet élément de signalisation, car cela participera à la réduction des accidents de la route. Le Togo, visant l'autosuffisance en riz d'ici 2030, a lancé un projet de promotion de la filière rizicole soutenu par la FAO, offrant formation, subventions et partenariats publics-privés pour stimuler la production locale, créer des opportunités économiques et renforcer la sécurité alimentaire. Les précisions de Félicité Chapla. Le Togo s'est engagé à stimuler la production locale et à réduire le déficit national en riz estimé à 70%. Dans cette optique, le pays a répondu à l'appel lancé par la FAO en choisissant le riz comme produit prioritaire, ce qui a conduit au lancement du projet Appui à la promotion de la filière riz au Togo. En effet, le pays vise à couvrir sa demande nationale de riz d'ici 2030 et il mobilise même les Nations Unies pour une révolution verte dans ce secteur. La filière rizicole togolaise bénéficie donc d'un soutien important et les prochaines années promettent d'être radieuses. Malgré une demande intérieure croissante, la production locale de riz ne couvre actuellement que environ 30% des besoins, laissant ainsi un grand potentiel de croissance pour le secteur. Dans ce sens, les programmes de formation et d'accompagnement des agriculteurs ont été lancés pour améliorer les techniques de culture du riz, augmenter les rendements et garantir une meilleure qualité des récoltes. Des incitations financières et des subventions sont également offertes aux producteurs pour les encourager à investir dans la filière rizicole. Par ailleurs, des partenariats publics-privés sont développés pour moderniser les infrastructures agricoles, faciliter l'accès aux intrants agricoles et aux équipements modernes, ainsi que pour promouvoir la transformation locale du riz afin d'ajouter de la valeur à la chaîne de production. Cette dynamique positive contribue non seulement à renforcer la sécurité alimentaire au Togo en augmentant la production nationale de riz, mais aussi à créer des opportunités économiques pour les agriculteurs locaux et à réduire la dépendance aux importations. À l'international, les opposants sénégalais Ousmane Sonko et Diomaye Faye, récemment libérés, ont lancé leur campagne pour les prochaines élections. Sonko, bien qu'inéligible, compte sur sa popularité pour soutenir son parti, tandis que les partisans sont optimistes quant à leur victoire le 24 mars prochain. Alors que les électeurs sénégalais seront bientôt appelés aux urnes, les deux opposants fraîchement libérés, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, se sont immédiatement lancés dans la campagne. Sonko va faire jouer sa popularité en faveur de son parti politique. Ce qui doit se faire, se fera. Donc c'est pour dire que nous ne considérons pas les choses. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait. Très confiants dans la victoire de leur parti, le leader du PASTEF et son bras droit, candidat à la présidentielle du 24 mars, vont entamer une tournée à travers le Sénégal. Dans cette affaire, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Nous considérons que nous avons suivi notre destin et nous allons continuer à le suivre. Il était dit qu'on passerait par ces étapes. On n'en est pas sorti moins grandi qu'avant. Donc, ce n'est que le destin que nous suivons. La libération de Sonko a rendu espoir à des milliers de partisans descendus faire la fête dans les rues de Dakar. À l'approche des élections, les militants de l'ancien PASTEF se disent désormais certains de leur victoire aux élections du 24 mars.
La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort, une décision prise par Félix Tshisekedi pour punir les actes de trahison et le banditisme urbain. Amnesty International considère cette décision comme une grave régression en matière de droits humains. La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Le pays d'Afrique centrale avait introduit le moratoire sur la peine de mort en 2003, mais celle-ci n'a toutefois jamais été abolie. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo. Le document explique que cette décision vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Depuis 2 ans, la RDC fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. Ces derniers mois, des dizaines d'opposants politiques, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et de soldats ont été arrêtés pour complicité avec la rébellion du M23 et le Rwanda. Selon Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. Les forces de sécurité somaliennes ont neutralisé une attaque d'Al-Shabaab contre un hôtel à Mogadiscio, tuant les 5 assaillants et rétablissant la sécurité. Malgré la diminution des attaques récentes, cette attaque souligne la menace persistante d'Al-Shabaab contre laquelle le gouvernement somalien mène une offensive soutenue. Les précisions. La vie reprend progressivement dans le périmètre de l'hôtel Sil à Mogadiscio en Somalie. Après le siège de ce bâtiment jeudi soir, la police somalienne a déclaré vendredi que la situation est désormais sous contrôle. L'hôtel Sil se trouve dans un quartier pourtant sécurisé de la capitale somalienne et non loin du palais présidentiel. Le bilan officiel de l'attaque fait état des morts et des blessés. Vers 21h30, des combattants d'Al-Shabaab ont attaqué l'hôtel Sil. Les forces de sécurité ont réagi rapidement. Après quelques heures, ont mis fin à l'opération et tué 5 des assaillants. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels ont été enregistrés. 27 personnes, civiles et membres des forces de sécurité, ont été blessés lors de l'attaque et 3 soldats ont perdu la vie. La situation est maintenant calme, l'hôtel est sécurisé. Les législateurs et autres résidents de l'hôtel ont commencé à rentrer et la situation sécuritaire est revenue à la normale. L'attaque a été revendiquée jeudi sur le réseau social Telegram par le groupe extrémiste somalien Al-Shabaab. La première ministre italienne Giorgia Meloni est attendue au Caire pour signer un accord de coopération et de développement avec l'Égypte, un accord similaire à celui signé avec la Tunisie, couvrant divers domaines dans le cadre du plan Mattei. Reportage. La première ministre italienne est attendue au Caire dimanche. Dans la capitale égyptienne, Giorgia Meloni doit signer un accord de coopération et de développement entre l'Europe et l'Égypte, similaire à celui conclu par l'Italie avec la Tunisie en 2023, portant sur le contrôle des frontières. Ce dimanche, je serai en Égypte avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et quelques autres premiers ministres. Il s'agit d'une initiative similaire à celle que nous avons menée en Tunisie, c'est-à-dire un protocole d'accord que nous menons également en Égypte et, en même temps, un travail de coopération bilatérale qui sera formalisé au cours de la journée de dimanche. Il s'agit du piano Mattei, en particulier pour la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la formation, mais nous signerons également une série d'accords de collaboration dans les domaines de la santé, de l'aide aux petites et moyennes entreprises et de l'investissement.
Plusieurs des pays que nous avons présentés comme les premiers projets pilotes qui démarreront avec le piano Mattei ont déjà fait l'objet de missions de contact et de travaux en cours. Oggetto di missioni, contatto e di un lavoro che sta andando avanti. Pour cet accord avec l'Égypte, la première ministre italienne n'a pas évoqué la lutte contre l'immigration clandestine. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.